Bonjour et bienvenue sur 101% et aujourd'hui c'est vendredi et comme tous les vendredis c'est n'importe qui. Donc moi je m'appelle Fanny Vilk et je suis la présidente de Temps d'Élégance. Je m'appelle Vanessa Larose et je suis la directrice générale de Temps d'Élégance. Et aujourd'hui nous allons voir pendant l'émission, la toute première rubrique sera à lire à voir sur l'attaque des titans, le premier coffret, la critique pyrotechnique, suivie par Pourquoi on est là. Ensuite un reportage sur NBA 2K15. Et enfin, les oubliés de la préhistoire avec Wallaby sur PC Engine. Et tout de suite les news. À la fin des années 90, le monde de la stratégie temps réel sur PC n'était pas entièrement dominé par StarCraft. Il y avait un concurrent appelé Total Annihilation, développé par Chris Taylor et Cavedog, qui mettait en scène des batailles de robots de très grande ampleur. Le jeu avait connu une suite spirituelle avec Supreme Commander, développé encore une fois par Chris Taylor, et puis rien. Ça, c'était jusqu'à ce qu'une partie de l'équipe d'origine monte le studio Uber Entertainment et lance un Kickstarter en août 2012 pour une suite encore une fois spirituelle, à encore plus grande échelle, Planetary Annihilation. Avec un crowdfunding réussi et 2 ans de développement réalisé, le jeu est sorti il y a quelques jours en version 1.0 sur ordinateur. Le jeu très ambitieux tient-il ses promesses? Vous le découvrirez dans la critique de No Life à la fin du mois. N'essayez pas de régler votre téléviseur. Nous nous immisçons dans les news de 101% pour quelques petites news sur le jeu de rôle, parce que le jeu de rôle, c'est bien. La gamme Shadowrun 5 fête son premier anniversaire. On notera la sortie au cours des derniers mois de Run and Gun, le supplément consacré aux armes à feu et autres équipements, Street Grimoire, le supplément dédié à la magie, et Stolen Souls, qui lance le premier gros métaplot de cette 5e édition. Cubicle 7 étoffe la gamme de son jeu de rôle basé sur la série Doctor Who, Adventures in Time and Space, avec une nouvelle édition aux couleurs du cinquantenaire de la série, ainsi qu'en continuant à publier des sourcebooks consacrés à chaque incarnation du Docteur. Les livres dédiés au 3e et 4e Docteur viennent d'ailleurs de sortir. Enfin, la 5e édition de Dungeons & Dragons sort de sa tanière avec la sortie pendant l'été d'un starter set servant d'introduction au jeu et la mise à disposition gratuite des règles de base au format PDF sur Internet. On aura évidemment l'occasion de chroniquer plus en détail le retour du monstre sacré dans les mois qui viennent, mais nos premières parties nous ont plutôt enthousiasmés. À suivre donc. Et sur ce, je vous laisse et à bientôt dans 1D6. Aujourd'hui, c'est le premier reportage sur le Tokyo Game Show, le TGS au Japon. Et on commence tout de suite avec le stand Sony. Alors, le stand Sony, comme d'habitude, puisqu'il s'agit d'un constructeur, on a à la fois tout le hardware de Sony qui est présenté, mais aussi les jeux. Donc ça peut être des jeux qui sont développés aussi par Sony en tant que studio, mais aussi beaucoup de jeux d'éditeurs tiers. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Comme chaque année, Sony occupait un des plus grands stands du Tokyo Game Show. Quoi de plus normal pour un constructeur sur son territoire qui est de plus éditeur et développeur, sans compter que Nintendo déserte le TGS depuis toujours. Niveau hardware, les consoles de salon PS3 et PS4 étaient évidemment présentes et de nombreuses personnes prenaient des photos du modèle Metal Slime, inspiré de Dragon Quest récemment dévoilé. Les PS Vita et PS Vita TV étaient aussi présentes, tout comme le nouveau périphérique de Sony permettant de jouer à la PS4 à distance depuis une PS Vita, mais aussi un téléphone Xperia ou une tablette. Le casque de réalité virtuelle Morpheus, qui avait fait grand bruit à son annonce au printemps dernier, était en démonstration sur le stand. En revanche, pas moyen de l'approcher malheureusement. Nous allons donc nous intéresser au jeu. Parmi les titres développés par Sony, le plus mis en avant était Bloodborne, développé conjointement par Sony et From Software. Mais nous y reviendrons dessus dans le prochain classé 18+. Les jeux à l'ambiance violente ou horrifique étaient plutôt nombreux puisque dans les titres mis en avant, on trouvait aussi The Order 1886, développé par le studio Ready at Dawn. Un groupe de héros d'un mystérieux ordre dont le but premier est d'éliminer les loups-garous qui attaquent la ville de Londres. Ambiance victorienne, steampunk et fantastique au rendez-vous. Déjà sorti, Destiny, que l'on ne présente plus et qui sera critiqué la semaine prochaine dans son 1%, était aussi mis en avant pour vanter les mérites de la PS4. Action toujours située dans l'espace, contre des aliens mais en vue de dessus cette fois, on pouvait s'essayer à Helldivers, un jeu indépendant présenté lors de la Gamescom. Parmi les stars du stand, le jeu d'aventure horreur Until Dawn, développé par Supermassive Games, était jouable. Ces graphismes réalistes sont une vitrine parfaite pour les capacités techniques de la PS4. Reste à savoir si l'angoisse sera bien au rendez-vous, personnages enfermés dans un manoir en hiver et scénario à coups d'effets papillons, ça s'annonce plutôt pas mal pour l'instant. Avec seulement une vidéo disponible sur le stand, The Tomorrow Children est un jeu doté d'une ambiance SF bien particulière, ayant pour cadre la Russie soviétique, avec des aliens et des robots.
Ce jeu de gestion, développé par le Cosmopolite Studio Q Games, reste assez mystérieux quant à son contenu, même si on sait déjà qu'il est très tourné vers le online. Pour finir avec les jeux Sony, il restait Murasaki Baby sur PS Vita. Ce jeu de puzzle aventure avec une direction artistique complètement émo et tout en noir, blanc et violet, comme l'indique son nom en japonais. Murasaki Baby demande de guider une petite fille dans diverses aventures à l'aide de l'écran tactile sans que son précieux ballon ne se crève. Le reste des jeux présentés sur le stand venaient d'éditeurs tiers ou de développeurs indépendants. Tout d'abord, sur PS3, l'heure était aux valeurs sûres, des suites de RPG japonais donc, avec Persona 5, Tales of Zestiria et le portage remake de la série Kingdom Hearts, au nom improbable de Kingdom Hearts HD 2.5 Remix. Persona 5 ne proposait lui qu'une vidéo, alors que les deux autres titres étaient jouables. Sur PS4, on trouvait The Evil Within, Biohazard Revelations 2, FIFA 15, Little Big Planet 3, Omega Quintet ou encore Dragon Ball Xenoverse. Le plus grand nombre de jeux se trouvait au final du côté de la PS Vita. On pouvait noter plusieurs gros titres comme God Eater 2 Rage Burst, Sengoku Musou Chronicle 3, Chaos Rings 3, Rise of Mana, Deadman's Cross, l'indéboulonnable simulation de baseball GQ Powerful Pro Yakyu 2014, Borderlands 2, Fate Holo Ataraxia, Phantasy Star Nova ou encore Gundam Breaker 2. À côté de ces stars, une place considérable était laissée aux jeux indépendants. En effet, Sony est en pleine opération séduction chez les indés. Les personnes développant un jeu seules peuvent enfin sortir leur création sur les consoles Sony au Japon. Jusqu'à maintenant, cela n'était autorisé qu'aux entreprises. Du petit au gros indé, type Mighty No. 9, il y en avait pour tous les goûts et tous les styles. Ce dernier n'était d'ailleurs disponible qu'en vidéo, tout comme la Mulana EX ou Maison de Mao. On pouvait jouer tranquillement et sans faire énormément la queue à divers titres comme Oli Oli, le jeu musical Dimo, ou encore le jeu d'action multi-récompensé Torkel. A noter aussi que Manga Kakelu, un logiciel de création de bande dessinée ressemblant à Komipo sur le principe, était présenté en vidéo. Pour finir, un hands-on sur l'un des titres PS4 les plus mis en avant par Sony, la simulation de course automobile Drive Club. C'est l'heure du hands-on sur le stand Sony. Alors il fallait trouver un jeu qui soit fait et édité par Sony, non pas un jeu d'éditeur tiers, qui ne soit pas 18+, et qui ne soit pas encore sorti. La tâche était très ardue, donc du coup j'ai porté mon dévolu sur Drive Club, sachant que je n'ai pas le permis. Je suis extrêmement nulle au jeu de voiture, je sais même pas combien il y a de pédales en fait là, avec les accélérateurs et les freins, donc ça promet d'être catastrophique. Donc j'ai le choix entre une Ferrari, une Aston Martin et une Mercedes-Benz, et je pense qu'on va aller dans ma Benz. Voilà, l'accélérateur il est sur la touche R2. Alors comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très joli. Voilà. On a des montagnes, etc. J'ai vu un petit peu de clipping, attention. L'intérêt de ce type de jeu maintenant, c'est que voilà, on peut jouer tout seul chez soi évidemment, mais tout ça a une portée sociale. Et hop là, attention, attention les gens. Je vais peut-être appuyer sur le frein, ça serait une bonne idée. On voit la voiture qui se casse en temps réel, ils doivent être atterrés derrière moi. Alors évidemment, les trucs que tout le monde demande à corps et à cri dans ce type de jeu, ce sont les changements de carrosserie quand on tape la voiture, les changements de temps, de météo, tout ce qui est type de collision. Voilà, donc effectivement c'est plus possible de faire un jeu qui ne soit pas réaliste maintenant, à moins qu'on s'appelle F-Zero. Voilà. C'est très joli les effets de lumière comme ça avec le soleil couchant. Et vraiment les flaques, je ne sais pas si vous voyez les flaques dans la neige. C'est quand on voit le soleil qui se reflète dedans, c'est vraiment super joli comme effet de lumière. C'est un jeu de voiture où je roule à 40 km/h, attention. Je pense que je vais m'arrêter. Je pense que je vais m'arrêter là. Et vous voyez, voilà, on voit bien les dégâts sur la voiture, c'est réaliste, c'est comme si j'avais conduit en réalité. C'était Drive Club. C'était un petit tour du stand Sony, donc comme vous avez pu voir, ils ont quand même laissé la part belle aux indés qui prennent une place de plus en plus grande sur le stand, et on trouve aussi pas mal de jeux 18+, voilà, plus typés gamer comme Bloodborne, etc., parce que c'est ça qui plaît. Et je tiens encore à m'excuser une fois pour ma piètre performance automobile. Sur ce, on se retrouve lundi pour la suite des news du TGS. Bye bye. Donc comme je le disais tout à l'heure, donc moi c'est Fanny, et à l'origine j'étais développeur dans le milieu informatique, et au bout d'un moment j'en ai eu un peu assez de faire ce boulot qui me motivait pas beaucoup, et c'est vrai que j'étais une geek dans l'âme, et donc je faisais beaucoup de GN grandeur nature, et pour l'occasion j'étais obligée de faire des costumes, et donc je me suis passionnée pour les costumes, j'étais passionnée d'histoire aussi, et donc très rapidement je me suis mise à faire des costumes et à vouloir en vivre, et c'est comme ça que j'ai fondé Temps d'Élégance, qui aujourd'hui est assez connu et a un blog qui fonctionne pas mal et qui a aussi toute une communauté autour d'elle. Et toi Vanessa, tu viens d'où ?
Alors moi je suis une touche à tout, je peux pas vous expliquer d'où je viens, on en aurait pour 2 jours et 100% ça dure pas autant de temps. Du coup, moi je faisais partie de la communauté Tiffany et puis passionnée du costume également, de l'histoire depuis toute petite. Et puis un jour, elle a posté une annonce pour travailler avec elle et j'ai postulé. On a commencé à faire une boutique en ligne ensemble, à faire 2-3 événements et puis on s'est bien plu, on s'est adopté et puis du coup maintenant on crée des événements pour tant d'élégance. C'est ça. Mais on en reparlera après parce que pour le moment, ça va être à lire à voir. Shingeki no Kyojin, ou bien Attack on Titan, voire l'Attaque des Titans pour son nom officiel en français, est une série choc de l'année 2013. Tiré d'un manga publié depuis 2009 au Japon, il s'agit d'une des premières œuvres d'un très jeune auteur, Isayama Hajime. Depuis peu, les ventes de ce titre ont dépassé les 40 millions d'exemplaires, tous numéros confondus. Après un passage par le simulcast, l'adaptation animée pour la télévision sort aujourd'hui chez le jeune éditeur Atanime sous la forme de 2 coffrets combo Blu-ray DVD. Chacun contient 13 épisodes de la série, ainsi qu'en bonus une série parodique où les héros en SD racontent leur quotidien durant leur période de formation militaire. C'est le studio 8, une émanation récente de Production IG, ayant pris son indépendance, qui assure la réalisation de l'anime. L'Attaque des Titans raconte comment 3 jeunes gens, Eren, Mikasa et Armin, s'engagent dans l'armée pour affronter les Titans. Ces monstres ont pratiquement anéanti l'humanité, obligeant 1 million de survivants à s'abriter derrière 3 gigantesques murs, disposés en cercle concentrique. L'Attaque des Titans est une œuvre sombre, désespérée et violente, évidemment à ne pas mettre entre toutes les mains. La première partie du récit sur le parcours initiatique d'Eren possède un rythme prenant. On n'avait plus l'habitude de voir des scènes avec un tel impact durant ces dernières années au sein de la production animée japonaise. Un bon électrochoc. Malheureusement, le rythme se dilue un peu en deuxième partie de série, avec une fin très largement ouverte. Pourquoi ? C'est tout simplement parce que t'en avais pas la force. La série est le fer de lance du catalogue de l'éditeur Atanime, qui proposait ses premiers coffrets durant Japan Expo 2014. La série se part pour le coup d'une VF tout à fait satisfaisante, réalisée par le studio One Take. Le doublage a été fait avec soin, même s'il n'échappe pas parfois aux écueils habituels des VF d'anime et manque de temps en temps de nuances. Bastien Bourlet offre un Eren très convaincant, au timbre plus léger que son homonyme japonais. S'il met beaucoup de conviction dans l'émotion, il apporte tout de même moins de rage au personnage principal qu'en japonais. Ça va? Qu'est-ce que t'as? Eren! Je vais exterminer tous les titans! Tous jusqu'au dernier! J'en fais le serment! Bruno Meyer interprète lui un Rivaille très cool, même si la transcription du nom du personnage est toujours problématique entre les différentes versions. L'éditeur essuie les plâtres de ses premières sorties, avec parfois quelques coquilles malheureuses et des choix pour certains de ses titres qui ne semblent pas avoir séduit la totalité de ses premiers spectateurs. Le principal est tout de même là, n'en déplaise aux pointilleux, et la qualité globale est bien au rendez-vous, en particulier pour l'Attaque des Titans. Malheureusement, c'est le prix extrêmement élevé de ces coffrets qui risque d'en refroidir plus d'un. Les plus patients préféreront peut-être miser sur une éventuelle réédition intégrale ultérieure, et les moins fortunés se contenteront de la version dématérialisée de Wakanim. Quoi qu'il en soit, les Titans n'ont pas fini de faire parler d'eux. En fin d'année, 2 longs métrages animés sortiront dans les salles japonaises pour récapituler cette première saison. Ensuite, durant l'été 2015, 2 films live réalisés par Higuchi Shinji, réalisateur proche du studio Gainax, attaqueront les salles japonaises. Le manga, lui, est toujours en cours de route avec ses 14 volumes pour l'instant, tandis qu'une seconde saison de l'anime vient tout juste d'être mise sur les rails. Mais il faudra être patient avant de retrouver les Titans sur le petit écran. Bonjour et bienvenue dans cette première critique parotechnique. Il sera question de décortiquer niveau technique une sortie notable du moment. Pour cette première, il semblait intéressant de se pencher sur le box Blu-ray de l'intégrale de Twin Peaks, sorti chez Paramount Pictures à la fin du mois de juillet.
La série culte de David Lynch a été diffusée pour la première fois à la télévision américaine entre le 8 avril 1990 et le 10 juin 1991. Elle fut diffusée en France dans son intégralité sur la 5 en 1991, puis à plusieurs reprises sur le câble dans les années 2000. Pour rappel, la série nous fait suivre les aventures de l'agent du FBI Dale Cooper, enquêtant sur l'assassinat de la jeune et innocente Laura Palmer au sein de la ville imaginaire de Twin Peaks. À l'occasion de la sortie de ce coffret exceptionnel en 10 Blu-ray, supervisé par David Lynch lui-même, Paramount a mis les petits plats dans les grands, comme nous allons le voir. Tournée il y a environ 25 ans, la série est bien entendu présentée dans le format d'image qui avait alors cours à la télévision, le 4/3. Proche du carré, ce format se traduit tout naturellement sur nos écrans 16:9 actuels par des colonnes noires de part et d'autre de l'image. Un format d'image complètement respecté qui a d'ailleurs imposé quelques retouches numériques. Ceci reste absolument indétectable. Il s'agissait principalement de masquer des erreurs et quelques micros apparaissant dans le champ. Ceci était auparavant caché par l'overscan, ce bord de l'image rogné par les anciens téléviseurs cathodiques. Filmé sur pellicule, la série est aussi ici présentée pour la première fois en HD dans sa vitesse d'origine cinéma, soit 24 images par seconde ou 24p. Comprenant en moyenne 4 épisodes d'une quarantaine de minutes chacun, les disques double couche permettent aux 29 épisodes de disposer d'une place suffisante pour garantir un encodage correct tout en incluant chacun quelques bonus. Notons qu'il est possible, via le menu, de ne sélectionner que la lecture de l'épisode ou bien de l'accompagner des résumés, previews et introduction de l'énigmatique Femme à la bûche. Le codec MPEG 4 utilisé, optimal pour le Blu-ray, permet de conserver le grain de pellicule, garant de détails d'image plus ou moins prononcés selon les épisodes. Contrairement au DVD, il est possible dans cette édition par exemple de lire plus facilement les textes présents sur les murs des décors. La chroma est elle aussi plus naturelle, même si comme souvent les rouges semblent un peu plus marqués. En fait, la remasterisation est si maîtrisée qu'elle pourrait même faire croire que la série a été tournée récemment. Seuls les détails de certains costumes et accessoires nous rappellent qu'elle date bel et bien des années 90. Quelques rares plans conservent des éléments en définition vidéo standard, faute d'avoir pu être complètement rescannés. C'est le cas de la plupart des résumés, de certains flashbacks ou de plans à effet d'époque. Par exemple, celui où la mère de Laura croit voir le visage de sa fille sur celui de son amie Donna. Côté son, les disques ont eu un pressage unique pour le marché international, la VO est donc privilégiée. Celle-ci est proposée dans un remixage 7.1 DTS HD Master Audio, mettant en avant les dialogues et l'envoûtante musique d'Angelo Badalamenti, ou encore dans son mixage stéréo d'origine. Les doublages, dont la VF plus ou moins fidèle, sont tous proposés en Dolby Digital. Le 9e Blu-ray contient lui le long métrage Twin Peaks, les 7 derniers jours de Laura Palmer, faisant en quelque sorte office de préquelle explicative aux événements de la série. Son transfert est réalisé à partir d'un nouveau master 4K, soit 4096 x 2160 pixels, apportant à l'image un nouveau piqué bienvenu. Enfin, le 10e disque comprend des bonus inédits, en HD et définition standard, présentés à part pour ne pas surcharger les autres disques, ce qui aurait pu impacter la qualité vidéo globale. Au final, le coffret proposé par Paramount est un incontournable que les fans de la série de David Lynch se seront certainement déjà procurés depuis quelques semaines. Il permettra aux éventuels nouveaux spectateurs de découvrir cette série dans des conditions techniques optimales, jamais vues jusqu'à présent. On peut raisonnablement dire ici que le travail effectué est impressionnant. Un exemple à suivre pour bien des éditeurs de Blu-ray. Et donc comme je vous le disais tout à l'heure, moi je suis issue du milieu du jeu de rôle grandeur nature et pour l'occasion, le but c'est d'être en totale immersion dans des mondes complètement fantasmagoriques. Et donc très rapidement quand je me suis mis au costume, j'ai eu envie d'organiser ce genre d'événement et en réalité pour des soirées. Parce que c'est bien sympa de sortir, d'aller voir les copains et puis de s'amuser. Mais moi personnellement les boîtes de nuit c'est pas du tout mon truc. Donc en fait j'ai décidé d'organiser des soirées complètement fabuleuses dans le sens où complètement hors du commun. Donc des soirées un peu hors du temps. Et d'ailleurs c'est pour ça que je dis régulièrement qu'en réalité Temps d'élégance c'est une agence de voyage dans le temps. Donc j'ai commencé par une soirée qui me tenait à cœur qui s'appelle le Bal Paradoxal, qui était une soirée d'Halloween sur le thème de Tim Burton. Donc pour l'occasion j'avais loué un grand manoir sur les hauteurs de Paris qui ressemblait un peu au manoir que vous pouvez voir dans les Harry Potter. On l'avait complètement décoré avec des toiles d'araignée partout, des citrouilles d'Halloween dans tous les coins. Et là j'ai 200 de mes amis qui sont venus pour faire la fête pour l'occasion et on a passé une super soirée. Et donc là, ensuite on a eu envie de continuer et c'est à ce moment-là que Vanessa est arrivée. Du coup, on a créé des soirées un peu plus intimistes pour louer quelque chose du coup dans Paris, parce que c'est très dur d'avoir des salles qui n'ont jamais servi pour ce genre d'événement dans Paris. On a créé ce qu'on appelle Dans les bas-fonds 2. On a commencé avec Dans les bas-fonds de Tortuga, où on a eu 300 pirates.
C'était une des plus belles expériences pour moi parce que c'était la première. Ça en est suivi ensuite dans les bas-fonds de Chicago. Donc là, c'était soirée prohibition. Et puis on a fait dans les bas-fonds d'Agrada, soirée mille et une nuits. Et puis du coup, on a dit ça fonctionne bien, les gens sont en immersion totale. On va refaire une deuxième soirée bal paradoxale. C'est ça. Et donc en fait là, on a loué une grande salle dans Paris et on a décidé de complètement monter la dose de folie dans le sens où on va avoir beaucoup de participants et donc l'occasion pour vous peut-être de nous rejoindre. Mais on en reparle juste après parce que là, on va parler d'abord de pourquoi on est là. Les enfants? Vous savez pourquoi on est là? Alors les enfants, là, je vous le cache pas, on est sur du gros poisson. Un poisson genre thon rouge de 200 kilos vendu à 1 million d'euros sur le marché de Tsukiji, si vous voyez à peu près. Voilà. Alors je sais pas vous, mais moi ce soir j'ai envie de bouffer du poiscaille. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir à la pêche et on va ramener ce client pile poil pour l'heure du dîner. Ça vous va? Ouais, c'est parti. Un filet. Un filet, Hervé, ouais. Un filet pour aller à la pêche. Merci Hervé, ok, quelqu'un d'autre de fort peu plus futé qu'Hervé si possible. Moi je pense que ce qu'Hervé veut dire c'est qu'il faut sortir Skill la Kill. Non. Mais oui Catherine, exactement, c'est ça, Skill la Kill. Je ne crois pas, Kate. Tu viens d'essayer de sauver le cul d'Hervé. Non, par contre ça nous intéresse absolument pas. Skill la Kill tout le monde, maintenant. Et ce soir c'est sushi. Ah, c'est Hervé qui invite. Ah oui, j'allais proposer, j'offre... Skill la Kill? Alors Zerg, c'est intéressant comme choix, mais là tu joues pour quel team? Nudist Beach. Le bal paradoxal, acte 2, donc le thème cette année c'est Deux faune et deux flore. Il aura lieu le 29 novembre 2014 au Salon Vianney à Paris, donc métro Quai de la Râpée et juste à côté de la gare de Lyon. On a fait les choses en grand pour accueillir plein de monde. On a loué les salons Vianney, 1500 mètres carrés sur 2 étages, donc tout le monde peut venir en crinoline ou en tournure. Bah oui, parce qu'en fait, vu que c'est un bal d'Halloween en costume, ça signifie qu'il faut quand même avoir la classe quand on arrive. Donc pas trop de déguisement, donc c'est pas trop le genre de soirée où vous allez voir des mecs habillés en chemise hawaïenne. Non, c'est pas le style. Là, sur Deux faune et deux flore, ça va vraiment être plus shakespearien et plus inquiétant. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez venir par exemple en elfe inspiré du Seigneur des Anneaux. Vous pouvez venir aussi en créature un peu magique, très à la labyrinthe de Pan. Vous pouvez venir de plein de façons, en steampunk, en gothique. Le tout, c'est de coller au thème de faune et de flore. Donc là, franchement, vous pouvez bricoler vous-même votre costume. Généralement, d'ailleurs, il vaut mieux avoir des idées et puis se lancer que de louer un costume qui ne va pas vous représenter et qui ne sera pas vous. Et puis en plus, ça peut être l'occasion de trouver une nouvelle passion, celle du bricolage et du costume. Pourquoi pas? Donc en fait, on peut venir en tenue de basketteur? Non, je crois que ça ne va pas passer dans le dress code. Pour la sortie de NBA 2K15, le 10 octobre prochain, 2K Games et Visual Concepts ont une nouvelle fois fait appel à un véritable parterre de stars. Après Jay-Z, Michael Jordan ou encore LeBron James, qui était sur la jaquette de NBA 2K14, on aura droit cette année à Pharrell Williams, qui est le programmateur de la bande-son de cette nouvelle édition, tandis que Kevin Durant, le MVP de la saison régulière 2013-2014, orne sa jaquette. La star du Thunder d'Oklahoma City n'a encore gagné aucun championnat NBA. Pourtant, ce joueur spectaculaire a su séduire de nombreux aficionados de la NBA par la qualité de son jeu, sa régularité en termes de stats et sa personnalité. Il a ainsi fait pleurer énormément de fans lors de la conférence de presse qui suivit la remise du trophée MVP, où il remerciait avec une émotion non feinte ses coéquipiers et sa maman. Mais Kevin Durant est aussi un gamer. I was surprised. I mean, I'm always surprised to find my heroes are actually playing the game. But Kevin spent a lot of time playing my career. More so, I thought that he would be more head-to-head guy like me. You know, I want to beat the next guy. But Kevin said, you know, my career was his first mode of playing. He loved the storyline, played a lot, and maxed this guy out and did everything. He also played my GM. So as a person who seemingly should be busy as he is, he seems to have a lot of time to play some NBA 2K.
Parmi les autres stars de ce NBA 2K15, on trouve le Shaq, joueur superstar à la retraite, mais aussi acteur, rappeur et personnage de jeux vidéo, ainsi que le journaliste Ernie Johnson, un duo surprenant. Hello again, everybody. I'm Ernie Johnson, along with Shaquille O'Neal on 2K Sports. Shaquille O'Neal and Ernie Johnson are part of our pregame show. They kind of analyze the matchups every time you go into a game. They're either, facts for statistics and what they believe is going to happen in the game. And sometimes it's funny stuff. Shaquille is just that kind of a funny person in general. So a lot of his personality and Ernie's are injected into these pregame shows. There's over 350 different scenarios. So the user will keep playing and as long as they're signed into their profile, they won't hear much repeat over time, which is good. Le jeu lui-même intègre pas mal de nouveautés. Les contacts ont ainsi été retravaillés de manière à retranscrire plus fidèlement le côté physique de la NBA, tout en donnant de meilleurs feedbacks aux joueurs, qui doivent comprendre qu'un tir contesté sera plus difficile à prendre. Le mode 2KU fera également office de tutoriel pour faciliter l'accès aux joueurs néophytes, ces vidéos d'introduction étant narrées par les joueurs eux-mêmes, dont Kevin Durant. Parmi les autres modes, on trouve aussi les classiques MyGM, avec une gestion plus réaliste des blessures, MyTeam, où l'on pourra toujours mêler des joueurs actuels à d'anciennes stars désormais à la retraite, MyLeague aussi, MyCarrière, où l'emphase sera désormais mise sur la nécessité d'être un bon joueur d'équipe, et ainsi de suite. Mais l'une des grosses nouveautés de NBA 2K15 touche la façon dont le pourcentage de réussite au tir est désormais géré. Timing is quite important to our game this year. The difference between last year and this year is that as we build a game that is mostly simulation, people expect that the percentages that people are shooting are realistic percentages. They're percentages that mimic what they see in the stat lines for that particular player. So the way it used to work is that we would build all of our factors in, come up with an optimal percentage for that particular shot, and then if you hit the timing perfect, you would get that full percentage chance. But that percentage was calculated prior to the shot actually being taken. So what does that mean? That means that even if I have a 70% chance of making the shot, which is a high number, right? Well, you still have that 30% of missing. In situations where a guy did everything right, got a wide open shot, hit perfect timing, he still had 30% chance of missing that particular shot. Felt unfair. It felt unfair to the user because they started feeling like, we like to say, slaves to the dice roll. So what we did is we took all of those factors, and instead of building a percentage, what we built was a width of timing. The harder the shot, the narrower the width, the easier the shot, the wider the width. But if you hit the timing on the dot, your chance of scoring is extremely high. Graphiquement, le jeu est toujours aussi photoréaliste, l'emphase ayant été mise cette année sur un détail anatomique particulier. In general, nailing a person's eyes, and what do I mean by that? The life inside somebody's eyes is tough. For years we've been making people that look exactly perfect, but if you look at their eyes, you would say, oh, those are zombies. And this year, if you look at the eyes, that gleam is there. You see it. You see that shine in people's eyes, and it makes them feel more alive, especially when the eyes are moving and everything is right. You're like, hey, that's a real person. He's tangible. Et clairement, les joueurs sont impressionnants. On les reconnaît aisément, que ce soit dans leurs mouvements signature, leur langage corporel en général, la façon dont ils célèbrent une action de jeu positive ou gèrent leur frustration suite à un échec, ou tout simplement leur visage. NBA 2K15 est ainsi bien parti pour briguer une nouvelle fois le titre de simulation sportive de l'année, même si Electronic Arts ne renonce pas et nous proposera cette année encore un nouveau NBA Live que l'on espère plus abouti que le précédent. Donc en fait, lors du premier opus du bal paradoxal il y a 2 ans, j'étais vraiment surprise de voir que parmi les participants, il y a des gens qui venaient de plein d'horizons différents et qui avaient des passions en fait finalement très proches, mais qui ne se connaissaient pas les uns avec les autres. Donc en fait, pour les faire communiquer plus facilement, je voulais absolument trouver une salle qui ait 2 salles différentes, donc 2 salles de bal dans laquelle en fait on pourrait mettre 2 ambiances différentes. Comme ça, les gens soit peuvent décider d'aller dans l'ambiance qui les intéresse le plus, ou au contraire d'aller découvrir l'ambiance d'à côté, qui peut être complètement étrangère à leur univers. Donc au niveau des ambiances, par exemple, on va en avoir une très dark qui va côtoyer une ambiance beaucoup plus festive, très geek avec des génériques de dessins animés. On va avoir à un moment donné un set de DJ sur une des salles, et puis sur la salle d'en face, vous allez avoir de la danse historique. Donc par exemple, si vous avez envie d'apprendre à danser la valse viennoise, ça peut être l'occasion.
On a aussi des performeurs qui vont œuvrer toute la nuit, non-stop, avec des danseurs burlesques. On a notamment Anne Minelli, Charlie Vaudevou. On va avoir de la danse tribale avec les Deviant Sisters et les Afavel. Un groupe de rock zombie, m'en demandez pas plus, c'est une surprise. Et tout ce monde-là va se succéder sans cesse tout au long de la soirée pour que jamais vous ne vous ennuyiez. Et puis en plus, l'animation sera aussi dans la salle. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir un hypnotiseur, des magiciens, des conteurs qui vont être là et qui vont venir directement faire du close-up. Donc ça sera peut-être aussi l'occasion justement de vous amuser en petit comité avec vos potes. En fait, tout simplement, si jamais vous n'êtes pas trop dans le trip spectacle grand public, rien ne vous empêche de rester aussi dans une ambiance intime. Parce qu'en fait, c'est ça l'intérêt du bal paradoxal, c'est que c'est votre soirée, c'est la soirée dont vous êtes le héros. Donc techniquement, vous venez y chercher ce que vous voulez y chercher. Mais je crois que je parle un peu trop et on va laisser la place aux oubliés de la préhistoire. Mes chers enfants, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un jeu un peu particulier, Wallaby. Déjà parce qu'il concerne un genre méconnu ici, mais très prisé des Japonais, les courses hippiques vidéoludiques. Mais aussi parce que dans ce jeu, il n'est pas question de chevaux, mais de kangourous. Le titre exact et complet du jeu est Usagi no Kuni no Kangaroo Race Wallaby, que l'on pourrait traduire par Wallaby, course de kangourous au pays des lapins. D'ailleurs, regardez si c'est pas mignon. Les jockeys lapins sont carrément installés dans la poche des kangourous. Vous voilà donc placé dans la fourrure d'un lapin parieur. Mais si vous décidez de vous intéresser aux courses, c'est surtout parce que Natal, le roi vénéré de votre pays, est un féru de paris sportifs. Et ce dernier, dans sa très grande générosité, a décidé d'offrir pour son anniversaire et à chacun de ses concitoyens 100 000 unités de la monnaie locale. Il fait cela pour que tout le monde puisse aller jouer aux courses, et c'est évidemment ce que vous allez faire avant de devenir complètement accro. À l'entrée du champ de course, vous pourrez discuter avec d'innombrables lapins qui pourront éventuellement vous donner des tuyaux sur les kangourous les plus en forme du moment. Ensuite, le moment de passer à la caisse est venu, car l'objectif dans Wallaby, c'est bien entendu de gagner le maximum d'argent. Une hôtesse koala vous offrira deux possibilités, parier sur le vainqueur de la course, ou mieux encore, sur le duo gagnant. Évidemment, vous êtes libre de miser dans les limites de votre porte-monnaie, et plus vous aurez pris de risques, plus vous pourrez remporter gros. Puis PS4. Non, rassure-toi, il existe une ou deux petites idées pour rendre le scénario un petit peu plus prenant. Dans Wallaby, la principale motivation est certes l'appât du gain, mais pour varier un peu les situations, sachez que les développeurs ont aussi implémenté une partie élevage. En gros, dès que vous aurez gagné suffisamment d'argent, vous aurez la possibilité d'acheter votre propre kangourou et de l'éduquer. Alors non, on ne s'enflamme pas non plus, il ne s'agit pas d'entraînement intensif comme les concours canins dans Nintendogs, mais plutôt la possibilité de rajouter des ailes, des réacteurs et différents objets qui boosteront les capacités de votre marsupial. Oui, rajouter des réacteurs, tout ça, ça fait un peu dopage de bas étage, mais bon, tous les moyens sont bons pour gagner, car figurez-vous que Natal, le roi du pays des lapins, est un sacré joueur. Il est prêt à remettre sa couronne de souverain à celui qui parviendra à récolter 100 millions de gold. L'objectif ultime dans Wallaby est donc de devenir roi du pays en jouant aux courses. Surtout qu'après avoir acquis le pouvoir et l'argent, vous pourrez continuer de parier, mais sans dépenser le moindre centime. Y a pas à dire, les lapins c'est vraiment des glandeurs. Village t'écoute. Et non, pendant les courses, vous n'êtes que spectateur. Là, c'est finalement ce qui rend ce jeu, pourtant rigolo au premier abord, hyper ennuyeux et rébarbatif au bout d'un moment. Un moyen de rendre les courses plus attractives? Attendez, si, il y a peut-être un moyen. 15万を超えるファンが見守る中、選手が入場してまいりました。コーフィールスプリングガイ、デロリン、そして優勝候補のナターリアだ。第2レース、さあ優勝は一体誰の手に輝くのか。今ゲートが開いてスタートが切られました。ちょっとで負けした感じがデロリン。双方スッと下がってきます。先頭争いもすごいぞ。コーフィール逃げ切るか。さあ第2コーナーのカーブに差し掛かってまいりました。ご覧のように4マップまで上がってきている、上がってきている。早めに行ったスプリングガイ、ついて上がってくる。間違いなく飛んだ、間違いなく飛んだ。ナターリア先頭だ、ナターリア先頭だ。そして後ろの方から飛んできているコーフィール。強いナターリア、逃げ切ったナターリア一番だ。 Vous voyez, rien de tel qu'une Suzuka pour apporter de la joie et de la bonne humeur. Ouais, d'accord. Vous êtes toujours aussi chiant. Une 3DS. Oh, jolie culture, on voit que t'as bossé pendant les vacances. Bravo, un bon point. Effectivement, si les jeux vidéo de paris hippiques n'ont jamais titillé la fibre des gamers français, il est vrai qu'au Japon, ils ont une sacrée cote.
La série de paris la plus populaire reste d'ailleurs l'increvable Derby Stallion, qui ne cesse de passionner les foules depuis 1991. Aussi insensé que cela puisse paraître pour nous, ce jeu de tiercé, quarté, quinté cumule les millions d'exemplaires vendus depuis son arrivée sur Famicom. Pourtant, il est intéressant de constater que Wallaby est passé totalement inaperçu à sa sortie. Le plus triste dans tout ça, c'est que Derby Stallion est arrivé 1 an après Wallaby et qu'il en reprend toutes les bases. Vous trouverez sûrement cela injuste, mais peut-être qu'au final, les développeurs de NCS ont péché par gourmandise. À vouloir absolument faire quelque chose d'insolite, ils sont passés totalement à côté d'un public qui pourtant n'attendait que ça. Bref, faire le choix de la simplicité avec des chevaux plutôt que des kangourous aurait été finalement plus judicieux. Ensuite, il faut bien avouer que l'éditeur aurait été plus avisé de sortir son jeu sur Famicom, bien plus populaire et répandu que la PC Engine. Mais bon, hein? Ah oui, vous avez raison, hein, de façon assez ironique, c'est ce qu'on appelle parier sur le mauvais cheval. Bon bah voilà mes enfants, hein, ce sera tout pour aujourd'hui. Et avant de partir, n'oubliez jamais que jouer comporte des risques. Isolement, endettement, dépendance. Appelez-le... Non, avec Wallaby sur PC Engine, aucun risque de dépendance. Vous pouvez filer en récré. Donc l'émission touche à sa fin, l'occasion pour nous de vous rappeler les éléments importants à propos du bal paradoxal. Donc c'est le 29 novembre en plein Paris, les tickets sont actuellement en vente, donc ne tardez pas trop à venir nous rejoindre. Et si jamais vraiment vous avez un doute par rapport aux costumes, parce que c'est vrai que la plupart du temps les gens paniquent, parce que quand ils regardent les images des anciennes sessions, ils disent mais vos costumes ils sont trop beaux, on n'arrivera jamais à avoir le niveau. Et en fait c'est totalement faux, parce qu'en réalité déjà il y a plein d'images d'inspiration sur notre site internet. Ensuite avec de l'imagination on fait des miracles et c'est pas la peine de dépenser un max d'argent pour avoir un beau costume. Avec les moyens du bord, de l'imagination, du maquillage, la créativité, voilà, il suffit d'être créatif. Et puis je vous dis, vous pouvez vous inspirer des images qu'il y a sur le site internet. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Vanessa ? Le site internet justement, balparadoxal.com. On est aussi trouvable sur les réseaux sociaux habituels. Vous tapez juste Bal Paradoxal et vous nous trouverez forcément. Voilà, donc en espérant vous voir très nombreux, nous faire découvrir votre univers à vous aussi, parce que le bal paradoxal c'est un peu une soirée dont vous êtes le héros. Donc en espérant vous voir très nombreux le 29 novembre avec nous pour le bal paradoxal. Au revoir.